89, donc un an avant les Tortues Ninja, est sorti le Batman de Tim Burton, qui avait eu un très fort effet sur moi en tout cas. Et je trouve que les deux films, curieusement, se ressemblent un peu. Alors, notamment dans la direction artistique, j'entends. Ils sont un petit peu datés, je trouve, hein, l'un comme l'autre d'ailleurs. Mais en même temps, il y avait dans les choix de direction artistique et dans les choix de peinture urbaine des points communs. Et je sais à l'époque, quand je les ai vus étant môme, du coup, j'avais fantasmé cette image de New York comme étant l'une des pires villes au monde, une ville atrocement anxiogène, où on ne peut pas se balader tranquille dans la rue pardon, le soir. Et, euh, et c'est assez marrant puisque bon, Batman c'était un film qui était plus axé, on va dire, pour les jeunes adultes, alors que les Tortues Ninja c'est ouvertement un film pour enfants, mais en même temps, il est dans une espèce de zone grise, dans une espèce d'entre-deux où on peut le voir en étant ado et on peut le voir en étant gamin, et le film fonctionne très bien, quoi. Et il fonctionne très bien, notamment parce qu'il ne prend pas les enfants pour des idiots, c'est-à-dire qu'il raconte une histoire de manière extrêmement premier degré, dans un contexte finalement adulte. Donc les personnages se comportent comme des enfants, d'ailleurs les tortues sont des ados en fait, mais en même temps tout le climat global et puis même les antagonistes qu'ils ont à affronter sont très menaçants, très flippants, et quand on est gamin et qu'on voit ça pour la première fois, ça fait quand même de l'effet, quoi. Eh, Mickey, est-ce que tu as réfléchi à ce que Splinter a dit ce soir? Je veux parler de ce que serait la vie si... Enfin, tu sais, s'il n'était plus là. Le délai est passé. 3 dollars de moins. Voilà. C'était encore l'époque, et là aussi c'est peut-être une certaine fin de cycle, où il y avait des versions françaises qui transcendaient quasiment la version originale, ou qui du moins n'essayaient pas forcément de dupliquer bêtement la VO en une autre langue, qui justement était plus dans un registre j'irai pas jusqu'à dire d'outrance, mais en tout cas la volonté de se réapproprier quelque chose d'extrêmement anglo-saxon et de le faire à la française sans dénaturer l'esprit original en fait. Le film, on l'a sorti en DVD il y a quelques années maintenant. Le film, effectivement, n'avait pas la version française cinéma d'époque, avait le doublage canadien. Je ne travaillais pas là à l'époque, mais je pense que le projet s'est fait vite. Quand on a récupéré l'élément auprès de l'ayant droit, on nous a fourni une VF qui n'était pas la VF cinéma. Et à l'époque, personne n'a tiqué sur le fait que ce n'était pas le bon doublage. C'est sorti comme ça. Donc après, on a reçu quelques mails de plainte pour se plaindre que ce n'était pas la VF cinéma. La VF cinéma des Tortues Ninja, en plus, est particulièrement bonne. Enfin, ça date quand même aussi d'une grande époque du doublage, avec des voix connues, avec des dialogues qui sont parfois à la limite de la réécriture, mais qui sont quand même très très drôles, avec des accents donnés aux personnages. Enfin, ça transforme un peu le film, mais pour le coup, ça le tire vraiment vers le haut. Hey, c'est 10 dollars? Ça en coûte 13. Vous êtes 2 minutes en retard. Mais oh, faites pas l'idiot, je trouvais pas l'endroit. Le sage a dit, le pardon est divin, mais ne payez jamais le plein prix pour une pizza en retard. Hey, mais c'est 10 dollars. Le prix, c'est 13 dollars. Il y a 2 minutes de retard, mon vieux. Oh, déconnez pas, j'arrivais pas à trouver l'endroit. Le sage a dit, le pardon est divin, mais ne paye jamais plein tarif pour une pizza en retard. Quand on a décidé de le sortir en Blu-ray, et donc on a dû récupérer la VF d'époque. Alors on l'a redemandé au vendeur, qui est censé l'avoir, mais il ne l'avait pas, donc il a fallu un peu la chercher. On ne l'a pas trouvée. On s'était même dit tant pis, on allait mettre le doublage canadien en 5.1, mais qu'on allait quand même récupérer la VF, peut-être en la récupérant sur une VHS, ce qu'on a fait. Donc on a récupéré la VHS. On a essayé ici de rechercher les DVD américains, parce que paraît-il, alors ça je n'ai pas eu confirmation, mais qu'il y aurait une édition américaine qui comportait la VF d'époque. Un de mes collègues, paraît-il, avait revendu son disque et s'en veut depuis des années, mais j'ai acheté plusieurs versions de vieux DVD américains, mais c'était toujours la VF canadienne. Donc finalement, on s'est dit qu'on allait peut-être repartir de la VHS, sauf que partir d'une VHS, c'est quand même catastrophique. Donc finalement, on a cherché dans les labos et on a fini par mettre la main sur une copie du film d'époque où on a pu rescanner. En fait, il faut quand même récupérer la bande sur la bande magnétique d'époque, la version française d'époque. On l'a restauré aussi parce que voilà, il y a comme des trous de son et des choses comme ça. Je pense que c'est vraiment typique d'une cinéphilie, on va dire, très axée sur les années 70-80, voire même très 80. Très souvent, c'est plutôt des trentenaires qui ont découvert ces films-là en salle, en VF, et qui du coup
reçoivent et perçoivent encore le film comme étant une espèce de Madeleine de Proust. Et la VF contribue complètement à ça. C'est-à-dire que je pense que les fans des productions Amblin regardent ces films-là en VF. Les Tortues Ninja, bon, c'est pas une production Amblin, mais en tout cas participent de cette même nostalgie-là et de ce même désir de revivre des sensations qu'on a connues par le passé en étant enfant ou ado. Il faut aussi savoir que les éditeurs sont parfois quand même tributaires de contraintes techniques et qu'on ne peut pas toujours solutionner. Et le niveau d'exigence aussi, il est ce qu'il est. C'est-à-dire que les plaintes sur la version française du DVD, voilà, on a reçu une dizaine de plaintes, mais ce n'est pas non plus par rapport aux ventes. Donc il faut avoir cette exigence personnelle d'aller la chercher, mais je crois qu'ici, tout le monde l'a et les gens l'auraient fait. Bien, on dirait que c'est toi qui as besoin d'une leçon, mon gars. Le cours s'appelle Douleur. Et moi, je suis ton instructeur, Casey Jones. Écoute, je veux pas me battre avec toi. Peut-être moi si, mon vieux. Ta classe, c'est plein la gueule pour pas un rond. Ton instructeur, Casey Jones. Écoute, je me bats pas avec toi. Bon, alors je me battrai tout seul. Es-tu une espèce d'ange gardien? Oh, j'aime pas ces gens-là. Et encore moins les chauves qui sont maquillés en vert et qui portent des masques sur leur horrible visage. Et t'es qui, toi? Une espèce de punk? Hein? Je déteste les punks, tu sais. Tout spécialement les chauves maquillés en vert. Avec des masques sur leur sale gueule. Ça suffit. Ce qui fait que le film est toujours aussi fort aujourd'hui, c'est, comme je le disais précédemment, sa direction artistique. C'est-à-dire on est vraiment dans un climat urbain assez dérangeant, tout en étant acceptable pour un jeune public, mais en même temps, il y a cette espèce d'anxiété, cette espèce de côté un petit peu oppressant, cette espèce de New York à la fois fantasmatique, mais en même temps immédiatement identifiable. Et puis aussi, effectivement, la qualité des maquillages, des costumes, des animatroniques. Moi, j'aime beaucoup le Hellboy de Del Toro, et je pense que si le personnage est réussi, c'est justement parce que c'est un acteur maquillé. C'est de suite super prégnant, c'est très organique, on a l'impression de pouvoir le toucher. Il n'y a pas de filtre numérique comme quand il y a des abus de CGI. Voilà, là, la force du film, c'est que les tortues, on a l'impression qu'on peut les toucher, il y a une vraie texture, et ça, sur un gamin, c'est super fort. Puisque quand on voit un personnage dans un costume de tortue, et qu'à côté, il est confronté à un personnage humain, si on se projette en fait dans le personnage humain, on se dit mais ces tortues elles existent quoi. Il y a une vraie proximité quoi. Ça crève l'écran. C'est un truc qui est encore valable aujourd'hui quoi. Et à l'époque il y avait cette qualité là qui se perd évidemment puisque aujourd'hui c'est l'un des grands drames à mon avis du blockbuster US actuel. C'est l'abus et l'utilisation totalement outrancière en fait de CGI, alors que parfois on pourrait tout à fait s'en passer. Il y a des fois où on n'a pas besoin d'avoir un super-héros qui soit entièrement numérique, quoi. Ça pourrait être simplement un personnage dans un costume, et c'est tout aussi fort, c'est même plus fort en fait. Hellboy, ça aurait pu être un personnage entièrement en CGI. Il l'est pas, quoi. Et si les Tortues Ninja aujourd'hui sont encore aussi plaisantes à regarder, je parle des personnages, c'est justement parce que c'est des mecs dans des costumes et que les costumes sont extrêmement réussis, signés Jim Henson, parce que tout ça est plongé dans une direction artistique qui vaut vraiment le coup. Shredder est super réussi aussi. Non, je trouve que ça participe vraiment à une espèce de qualité globale qui en plus est rehaussée par les chorégraphies, par les combats du film. C'est une coproduction américano-hongkongaise. Et je crois en plus que c'est peut-être la première fois, ou l'une des premières fois, qu'il y avait des chorégraphies hongkongaises dans un blockbuster familial américain. Je sais pas, je ne suis pas à 100% sûr, mais en tout cas c'est marrant, cette espèce de mélange d'influence à la fois occidentale et extrême-orientale. C'est déjà présent dans le comics. Et c'est drôle quand aujourd'hui on voit par exemple un film comme le Captain America, le Soldat de l'hiver, où les chorégraphies, c'est ni plus ni moins les chorégraphies de films de Hong Kong, quoi. Là, dans les Tortues Ninja, on est en 90, et la grande force du film, c'est que les combats font vraiment mal, entre guillemets, on y croit. Alors pourtant, c'est censé être des Tortues Ninja, donc je pense qu'on ne peut pas faire postulat plus aberrant, quelque part, mais ça fonctionne à fond, quoi. Fight for rights from your freedom to speak.